Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis le 24 février dernier, le monde s'émeut, avec raison, de l'agression injuste et injustifiable subie par l'Ukraine, et nos grands médias nous montrent chaque jour un aperçu glaçant des destructions causées par les bombardements et les tirs de missiles, ainsi que de la souffrance d'une population civile privée d'électricité et d'eau et devant faire face aux températures négatives du redoutable hiver ukrainien. Depuis le premier jour de l'attaque décidée par le maître du Kremlin, j'ai, dans chacune de mes émissions consacrées à cette guerre, condamné sans la moindre ambiguïté l'agresseur et exprimé notre solidarité à l'agressé. Dans un tel conflit, il est impossible de demeurer neutre et de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés. Nous savons tous qui a tiré le premier coup de feu ou lancé le premier missile, et nous n'ignorons pas qui a violé la frontière de l'autre. L'agresseur peut mettre en avant toutes les raisons qu'il veut, certaines valables d'ailleurs, d'autres totalement farfelues. Rien ne pourra jamais justifier le déclenchement d'une guerre et les dizaines de milliers de morts civils et militaires que ce conflit a causé de part et d'autre. Cependant, dans cette guerre comme dans d'autres, je ne tairai pas mon indignation face aux deux poids, deux mesures dont les dirigeants occidentaux et les grands médias font preuve chaque jour. Voici 2 semaines, j'ai décrit, lors d'une précédente émission, les souffrances de la population du Kivu, alors que leur pays, la République démocratique du Congo, subit une énième agression déguisée en rébellion de la part de son belliciste voisin, le Rwanda de Paul Kagame. Dans d'autres émissions, j'ai raconté l'horreur vécue par le peuple arménien de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, ou par les villageois arméniens des confins frontaliers de l'Arménie. Ces populations sont quotidiennement soumises aux tirs de l'armée de l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev, lequel n'a pas encore libéré la totalité des prisonniers de guerre arméniens et occupe toujours une portion du territoire souverain de l'Arménie. Tout cela se fait dans un assourdissant silence médiatique. Il est vrai que les pays membres de l'Union européenne ont besoin de pétrole et de gaz pour remplacer ceux qui étaient fournis par la Russie. L'Azerbaïdjan, heureuse coïncidence, est un gros producteur de pétrole et de gaz. Comme si les hydrocarbures achetés à un agresseur sanglant valaient mieux que ceux que fournissait un autre agresseur sanglant. Or, il se trouve que l'Azerbaïdjan est soutenu à bout de bras, je dirais même manipulé, par un État membre de l'OTAN, de surcroît candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Sans le soutien de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, jamais l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev n'aurait eu les moyens militaires et la possibilité d'attaquer l'Artsakh en septembre 2020 et de poursuivre ses agressions contre ce qui reste de l'Artsakh libre et contre l'Arménie depuis lors. N'est-il pas paradoxal que ce soit grâce à la présence d'une force d'intervention russe que ce qui subsiste de l'Artsakh existe encore? Sans ce contingent envoyé par Moscou en 2020, c'est la totalité de ce territoire arménien depuis des millénaires qui serait aujourd'hui occupé par les troupes azerbaïdjanaises. Si la Turquie agit contre l'Arménie
par Azerbaïdjan interposé, au lieu de massacrer le peuple arménien directement, comme l'avait fait le régime jeune turc à partir de 1915, l'autocrate d'Ankara n'a aucun scrupule pour envoyer sa propre armée à travers la frontière internationalement reconnue de la Syrie pour y occuper une bande de territoire et y combattre les Kurdes, peuple sans État dont les combattants avaient pourtant vaillamment lutté contre les islamo-terroristes de Daesh. Les Kurdes ont le malheur de vivre sur un territoire qui, depuis le traité de paix de Lausanne, après la Première Guerre mondiale, est divisé entre plusieurs pays du Proche-Orient, Turquie, Syrie, Irak et Iran. Mustafa Kemal, dit Atatürk, a construit sur les décombres de l'Empire ottoman cosmopolite un État-nation turc dont la population, selon sa conception, ne pouvait être que turque, musulmane, sunnite et turcophone. Le droit à la différence ethnique, religieuse ou linguistique ne pouvait exister dans un tel État-nation turc. Les Arméniens, les Grecs pontiques et les Grecs égéens ont donc été éliminés par la guerre, par les massacres et par la déportation. Ces populations avaient en effet le tort de ne pas être musulmanes et turcophones. Les régimes qui se sont succédés au pouvoir à Ankara depuis Atatürk jusqu'à Erdogan ont poursuivi cette homogénéisation de la Turquie en s'en prenant aux autres minorités non turques, même si elles étaient musulmanes. Or, la plus importante de ces minorités non turques, c'est le peuple kurde, dont une partie du territoire historique s'étend sur le quart sud-est de l'actuelle Turquie. Tout a été entrepris en Turquie pour éradiquer la langue et la culture kurde, bannie des médias et de l'espace public et de l'éducation. Depuis 1984, un conflit qu'il est convenu de qualifier de basse intensité ensanglante cette partie du pays et il a fait 40 000 morts. Depuis près de 4 décennies, le Kurdistan turc vit au rythme de l'insurrection armée menée par le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, qui dispose de bases et de camps d'entraînement en Irak, et de l'impitoyable répression menée par l'armée turque. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par les pays occidentaux. C'est ce qui explique que le leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, a pu être arrêté au Kenya le 16 février 1999 avec la complicité de la Grèce et des pays de l'OTAN et ensuite ramené en Turquie par les services spéciaux turcs. Le 29 juin de la même année, Öcalan a été condamné à mort pour trahison à la nation. En 2002, sa peine a été commuée en prison à vie lorsque la Turquie a aboli la peine de mort dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne. Depuis, Öcalan, qui a aujourd'hui 73 ans, languit dans une cellule de l'île-prison d'Imrali, dans la mer de Marmara, où il est l'unique prisonnier. Les visites et les contacts avec l'extérieur lui sont rigoureusement interdits et il subit des agressions physiques et psychologiques de la part des gardes de la prison ainsi que des menaces de mort. Le 13 novembre dernier, un attentat terroriste a fait 6 morts à Istanbul et les autorités turques ont aussitôt accusé le PKK d'en être responsable, ce que le PKK a farouchement nié. Cela a servi de prétexte pour déclencher, le 20 novembre, une opération aérienne baptisée Griffe épée, qui a consisté à envoyer l'aviation turque bombarder les positions des combattants kurdes syriens du YPG,
qu'Erdogan accuse de soutenir les séparatistes kurdes turcs du PKK. Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé le 2 décembre que son objectif était d'établir une ceinture de sécurité d'ouest en est le long de la frontière sur une trentaine de kilomètres de profondeur en Syrie. Le président turc a en outre confirmé qu'il comptait ordonner, le moment venu, une offensive terrestre en territoire syrien. Entre 2016 et 2019, la Turquie a mené 3 opérations d'envergure dans le nord de la Syrie contre les milices et organisations kurdes. Depuis lors, le président turc menace régulièrement de lancer de nouvelles offensives terrestres sans pour l'instant passer à l'acte. Rappelons que le président turc affrontera un scrutin présidentiel périlleux en juin prochain, 21 ans après son arrivée au pouvoir. Il semble donc vouloir utiliser le péril kurde pour rassembler les Turcs derrière lui et leur faire ainsi oublier la situation économique calamiteuse du pays, l'écroulement de la livre turque et l'inflation de presque 100% en rythme annuel. Ainsi donc, comme Poutine l'a fait en Ukraine en 2014 avec la Crimée et une partie du Donbass, l'autocrate turc occupe une partie non négligeable d'un pays voisin de la Turquie, la Syrie. En bombardant la milice kurde syrienne et en la repoussant toujours plus loin de la frontière turque, il affaiblit un allié important des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Qu'à cela ne tienne, l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN se contentent de publier régulièrement des communiqués exprimant leurs préoccupations. Contrairement à ce qui a été fait avec la Russie depuis 2014, aucune sanction n'a été prise contre la Turquie, pays membre de l'OTAN, qui abrite d'importantes bases militaires états-uniennes et qui dispose de l'armée la plus puissante au sein de l'OTAN après celle des États-Unis. Erdogan ne s'est d'ailleurs pas contenté d'envahir et de bombarder le nord de la Syrie. Il bombarde aussi le Kurdistan irakien, loin des frontières turques. Dans la zone qu'il contrôle en Syrie, le néo-sultan d'Ankara a procédé à un véritable nettoyage ethnique en chassant la population kurde pour la remplacer par une population arabe contrôlée par les mouvements pro-turcs. Rappelons aussi que depuis 1974, la Turquie occupe illégalement 38% du territoire d'un autre pays voisin, Chypre, où elle a également procédé à un nettoyage ethnique en chassant la population chypriote grecque pour la remplacer par une population turque venue d'Anatolie. Aujourd'hui, dans la zone occupée du nord de l'île, seul un habitant sur 3 est un chypriote turc. Les 2 autres sont originaires du continent. Il est à noter que la République de Chypre est un État membre de l'Union européenne et que 2 énormes bases militaires britanniques se trouvent sur son sol. Tout cela n'a rien fait pour calmer les prétentions turques sur Chypre et Erdogan ne cache plus qu'il veut à présent imposer une partition définitive de l'île avec 2 États, l'un turc au nord et l'autre grec au sud. Une solution qui est rejetée par la communauté internationale. Le pire, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est que Recep Tayyip Erdogan apparaît désormais comme un intermédiaire incontournable dans les relations avec Moscou. C'est lui qui a parrainé l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et russes. C'est lui qui contrôle les détroits et qui interdit aux bâtiments de guerre russes d'y transiter pour renforcer la flotte de la mer Noire mise à mal par les attaques ukrainiennes. Cette guerre d'Ukraine a donc renforcé la position, la stature internationale de l'autocrate
turque, qui a d'ailleurs décidé que son pays ne devrait plus être appelé Turquie en français ou Turkey en anglais, mais uniquement Turquie, c'est-à-dire Turquie en langue turque. C'est un peu comme si la France interdisait à l'Allemagne d'appeler la France Frankreich. J'espère que les chancelleries et les grands médias ne se plieront pas à ce nouveau diktat. Pour ma part, je continuerai dans mes émissions et dans mes livres à me référer à la Turquie. Pour terminer, chers amis auditeurs et auditrices, je voudrais vous faire écouter Zara. Zara est une célèbre chanteuse kurde de Turquie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Şu